Bienvenue dans Maillon Business, le podcast qui met en lumière les entrepreneurs de la Loire. Moi, c'est Cindy, assistante administrative indépendante sur Montbrison. J'ai créé Maillon Pro, une entreprise qui aide les professionnels de santé dans leurs tâches administratives. Avec ce podcast, je donne la parole à celles et ceux qui ont osé se mettre à leur compte et qui font vivre notre territoire. Que tu sois dans les bouchons sur la 72 ou bien au chaud avec ta tranche de fourme, monte le son. C'est parti pour une belle rencontre. Bonjour Bérangère. Salut Cindy. Merci de venir nous parler de ton activité. Donc, tu es coach spécialisé dans l'accompagnement des personnes au profil neuroatypique, diagnostiquées ou non, et tu as un cabinet sur Saint-Just-Saint-Rambert. Ouais, c'est bien ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un profil neuroatypique et en quoi tu peux aider ces personnes? Ouais, on va commencer par la base, t'as raison. Alors, une personne neuroatypique, c'est une personne qui a un cerveau qui fonctionne différemment de la majorité. La plupart des gens, ils ont un cerveau qui traite les informations, les émotions ou le monde d'une façon assez similaire. Et c'est ce qu'on va appeler une personne neurotypique. Une personne neuroatypique, elle va plutôt avoir un cerveau qui est câblé différemment, ce qui change sa façon de voir le monde, de percevoir les choses, d'apprendre, sa façon de penser, sa façon d'interagir aussi avec les autres. Parfois, on peut parler de pensée en arborescence aussi sur certaines neuroatypies. Ça peut être des personnes qui ont une concentration qui va être ultra intense sur certains sujets, une sorte d'hyperfocus, une sensibilité plus forte aux sons, aux lumières, aux textures, des difficultés à lire les codes sociaux implicites, le fait de se sentir en décalage par rapport à la majorité des gens qui nous entourent. Une façon d'apprendre ou de mémoriser qui est complètement atypique par rapport, pareil, toujours aux autres. Une gestion des émotions ou de l'énergie qui va être aussi différente. On n'entend pas souvent parler de neuroatypie. Est-ce que du coup, il y a des noms, des diagnostics qui sont posés? Quel type de personnes sont neuroatypiques? Dans la neuroatypie, il y a différents profils. Il y a l'autisme, maintenant on parle de TSA, le TDAH, donc trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles de l'apprentissage comme la dyslexie, la dyscalculie, etc. Le haut potentiel intellectuel, les l'hypersensibilité. Ça regroupe un panel de personnalités et de personnes qui est quand même assez large. Il y a certaines de ces neuroatypies dont je t'ai parlé, comme le TSA, le TDAH ou les troubles 10, qui sont considérés vraiment comme des troubles du moment où ça génère une gêne, une souffrance significative dans le quotidien des personnes qui sont touchées. C'est pas le fonctionnement en lui-même qui est un trouble, c'est plutôt l'inadaptation entre ce fonctionnement et l'exigence de notre système autour. Est-ce qu'on est trop exigeant du coup? Quand on a un fonctionnement neuroatypique, on ne rentre pas dans les cases que la société nous impose, ou alors on y rentre au prix de nombreux efforts qui flinguent un petit peu, même beaucoup, qui on est vraiment à l'intérieur de soi. Et il y a des moments ça passe et puis il y a des moments ça passe plus du tout, quoi. Ça demande un effort qui est vraiment énorme. Alors, il y a quelques années encore, on en parlait très peu. Mais à l'époque de vos parents, grands-parents, c'était plutôt méconnu de parler de TDAH, HPI. Maintenant, on en parle beaucoup et ça permet, je pense, de mieux comprendre ce que c'est et les aider, dans les écoles notamment. Comment ça t'est venu cette idée de te spécialiser dans l'accompagnement de ces personnes? Alors, ça part vraiment de mon histoire personnelle. Moi, j'ai découvert ma neuroatypie autour de 35 ans. J'ai travaillé pendant 17 ans dans une grande entreprise de commerce et puis, après 12 ans dans un poste dans lequel je m'épanouissais pas vraiment, et puis après la naissance de mes enfants, je remets pas mal de choses en question. En 2021, je fais un burn-out. Je suis au bout de mes ressources et j'ai même pas été, capable de le voir alors que, depuis quelques années, j'avais, justement un boulot toujours dans la même entreprise mais qui était beaucoup plus épanouissant pour moi, dans lequel je m'investissais, énormément. En fait, je voyais pas le problème de pas poser de limites. Je travaillais vraiment tout le temps. Plus j'avais mes enfants, en bas âge. Voilà, ça a fait un petit cocktail, d'épuisement sympathique. Donc mon corps lâche en décembre, 2021 et quand, je reviens, au travail en début d'année 2022, c'est mon manager qui me met sur la piste de la neuroatypie en me disant que je devrais aller, me renseigner un petit peu et qu'il pense que je suis concernée, que ça pourrait expliquer, que certaines difficultés que je pouvais avoir, dans mon quotidien.
1 an et demi plus tard, j'entame un bilan de compétences parce que j'ai envie d'évoluer dans ma vie professionnelle, de m'ouvrir de nouvelles perspectives. Et première étape du bilan de compétences, c'est un gros test de personnalité. Et là, la personne qui m'accompagne au premier rendez-vous me dit: «Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la neuroatypie?» Donc je peux pas lui dire non, puisque mon manager m'en avait déjà parlé, mais que j'avais pas trop exploré le sujet. Et là, il me remet, une couche entre guillemets en me disant que d'après les réponses à mon questionnaire, ça serait vraiment intéressant d'aller, creuser le sujet de la neuroatypie. Et ça a été aussi un gros soulagement quand j'ai lu mon test de personnalité, en fait, de mettre des mots sur un fonctionnement où parfois je me disais: «Moi, je suis vraiment pas normale de réagir comme ça» ou «Je suis folle», alors que c'était, de l'introversion, une hypersensibilité, que le fait de me remettre en question tout le temps, de me poser 1000 questions, d'avoir tout le temps 1000 idées, à la minute. Et il y en avait d'autres qui étaient comme moi, quoi. J'étais pas toute seule. Alors, c'est un sujet passionnant, j'ai plein de questions qui me viennent. Pour éclairer nos auditeurs, comment on peut savoir qu'on est neuroatypique? On va pas forcément passer comme toi par un bilan de compétences. Alors, moi, le bilan de compétences, disons, qui m'a permis de creuser un petit peu le sujet. Et ensuite, c'est en me formant, du coup, au coaching, en allant chercher, en fait, une formation de coaching qui soit spécialisée dans l'accompagnement de l'hypersensibilité et des neuroatypies. J'ai découvert, des outils qui permettent d'apprendre à mieux se connaître ou de savoir comment on peut diagnostiquer ces fonctionnements-là. Si je devais résumer un peu comment on pourrait aller sur ce terrain-là d'exploration, si on se pose des questions, je dirais que les premiers signes, c'est de se dire: «Je fonctionne différemment des autres, mais je sais pas trop pourquoi». Le fait d'être, fatigué tout le temps, un peu chronique, qui serait lié à faire des efforts en permanence pour se suradapter au monde qui nous entoure. D'avoir des difficultés persistantes malgré le fait de faire des efforts vraiment sur plein de choses. De se sentir, trop sensible, trop intense, que ça parte trop dans tous les sens, de percevoir les émotions des autres, de tout traiter avec, toutes les informations qu'on reçoit, de les traiter avec beaucoup de profondeur. Voilà, ça peut être aussi de lire, des témoignages, de regarder des vidéos, d'écouter des podcasts et de se reconnaître vraiment. Tu disais tout à l'heure qu'on en parle de plus en plus et c'est vrai, et ça permet du coup aussi, de s'identifier et de se dire, s'il y a plusieurs choses, plusieurs signes qui nous font dire: «Bah, c'est exactement moi», ça vaut peut-être le coup de creuser un petit peu plus. L'auto-évaluation, elle a ses limites, donc on peut se documenter. Il y a beaucoup de livres qui existent, sur le sujet, des sources, sur internet. Moi, je conseille de noter, tenir un espèce de petit journal, quand on est en début d'interrogation, de cheminement, pour noter vraiment factuellement, toutes les choses qui posent question dans notre quotidien ou les difficultés, voilà. Mettre des choses, factuelles sur le papier pour arriver après en consultation, si on va voir son médecin ou un psychologue, avec vraiment les faits de ce qui se passe dans notre quotidien. Et puis après, si on veut creuser vraiment le sujet, il y a 2 pistes que je peux évoquer. C'est le fait d'aller se tourner vers un diagnostic qui soit dit officiel. Là, il faut se tourner vers son médecin ou son psychologue, pour, déjà évoquer le sujet, voir s'il nous accompagne dans, ce qu'on appelle un bilan. Il y a plusieurs, types de bilans qui peuvent être sur, le haut potentiel intellectuel, sur le TDAH ou sur le TSA. Ce sont des psychologues, des neuropsychologues ou des psychiatres qui peuvent, faire passer les bilans, faire un compte rendu et poser un diagnostic. Moi, ce que je propose, c'est, différent puisque je pose pas de diagnostic, c'est vraiment réservé, aux médecins. Moi, je propose un bilan d'exploration des neuroatypies et de la sensibilité et là, on est plutôt dans un entretien exploratoire, une sorte de gros test de personnalité qui va mettre, des mots sur, la façon unique d'être au monde de la personne que j'ai en face de moi et qui va identifier ce qui peut relever de la neuroatypie. Donc on va aller, explorer vraiment le mode de fonctionnement, émotionnel et cognitif de la personne et avoir, un état des lieux de qui elle est à l'instant T. Donc on pose le diagnostic, ça y est, on se colle une étiquette. Qu'est-ce que ça change concrètement de poser des mots sur ce qui est vécu? Ce qui change les choses, c'est pas tant l'étiquette, c'est ce qu'on va en faire. Je suis d'accord avec toi, une étiquette, ça peut être enfermant ou alors ça peut, ouvrir des perspectives et permettre de mieux se comprendre. Je dirais que c'est ça qui change vraiment avec le fait de mettre des mots sur, notre fonctionnement, c'est se comprendre soi-même, l'incompréhension, le fait d'avoir eu honte souvent, de notre façon d'être, d'avoir caché comment on était et cetera. On arrête de se battre contre soi, du coup, on apprend à travailler, avec notre façon d'être et pas contre.
Et on adapte nos stratégies, notre environnement, notre rythme. Et puis, on peut accéder à des aides concrètes. Un TDAH avec un besoin de médication, sans le diagnostic, on peut pas avoir accès au traitement qui permet du coup de réguler ce trouble, ou pour les enfants, d'avoir des aménagements à l'école selon le diagnostic. Parfois, on ne sait pas trop vers qui se tourner finalement. Quelle est la différence entre une psychothérapie et le coaching que tu proposes? Alors, si la psychothérapie et le coaching, c'est fondamentalement différent et en même temps, c'est hyper complémentaire. Une psychothérapeute, ou un psychothérapeute, c'est un professionnel de santé qui est habilité à traiter les troubles psychiques, à travailler sur, des traumatismes, sur des structures profondes. Et en psychothérapie, on va travailler sur le passé. Moi, je suis pas thérapeute. J'accompagne, les personnes neuroatypiques, donc avec un HPI, un TDAH, une hypersensibilité, à mieux comprendre leur fonctionnement et à mieux vivre avec dans le quotidien. Moi, je vais pas travailler qu'avec la tête, je vais aussi travailler avec, le corps parce que, un cerveau neuroatypique, c'est aussi, un corps et une physiologie neuroatypique et souvent un système nerveux qui est en surrégime. Donc on va aller travailler sur la régulation du système nerveux. Des choses qu'on ne fait pas en psychothérapie. C'est très complémentaire aussi, dans le sens où, dans le coaching, on va être dans le présent et on va se projeter vers le futur, là où a envie d'aller, la personne. Donc mon rôle, c'est de la guider à trouver ses ressources et à se mettre en action pour aller vers là où elle a envie d'aller. Et s'il y a des blocages qui viennent de traumatismes, de choses qui se sont passées dans son enfance ou plus tôt dans sa vie, à ce moment-là, je peux les rediriger vers une, psychothérapie pour faire le travail en parallèle. Si tu veux bien, maintenant, je vais te poser des questions qui vont permettre de donner des petits conseils à nos auditeurs. Parfois, le cerveau nous joue des tours, il imagine 1000 scénarios, bref, c'est la surchauffe. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour apaiser le mental? Quand le mental, il est en surchauffe, c'est souvent que notre, système nerveux, il est en état d'alerte. Donc notre cerveau, il croit qu'il y a un danger, qu'il soit réel, ou imaginaire, hein, donc il tourne en mode survie. Là, ce que je conseille souvent, c'est de faire, comme un arrêt sur image. On essaye de faire ça pour calmer les pensées et descendre du mental dans le corps. Donc il y a plusieurs chemins pour arriver à ça. La respiration, c'est ce que j'enseigne à tous mes clients. Respirer, prendre conscience de notre respiration et faire des respirations, qui vont vraiment apaiser notre mental. Donc on expire plus longtemps qu'on inspire. En général, on inspire sur, je conseille d'inspirer sur 4 temps et d'expirer sur 8 temps pendant plusieurs cycles pour revenir dans notre corps et calmer les pensées. On se met en mouvement, on va marcher, on secoue nos mains, on saute sur place, on évacue, la mauvaise énergie. Et puis il y a des petits exercices tout simples aussi, un exercice de pleine conscience, par exemple, où, on prend le premier objet qu'on a sous la main, un objet ou quelque chose, à manger et puis on va l'explorer, avec ses 5 sens. Donc, on le regarde, on le sent, on l'écoute, on le touche, si ça se mange, on le goûte. Voilà, on explore vraiment en pleine conscience la première chose qui nous tombe sous la main. Ça permet de canaliser toute son activité cérébrale sur une seule chose. Voilà, et ça ramène du calme en quelques minutes. Et puis après, on peut aller, une fois qu'on a passé le gros de la tempête, écrire sans filtre. Ça, c'est pareil, c'est des tips que je donne à mes clients pendant tout le temps de l'accompagnement, c'est d'avoir un carnet ou une note, dans le téléphone et puis on décharge sans filtre, tout ce qu'on a dans la tête, on le décharge, dans notre note ou, en écrivant. Et puis, des choses, de base aussi que tout le monde devrait avoir dans son quotidien, mais la cohérence cardiaque, faire de la cohérence cardiaque, Oui, j'allais t'en parler, c'est très à la mode la cohérence ouais. cardiaque. Mais du coup, alors pour moi, la cohérence cardiaque, on respire, le même temps Mmh. qu'on inspire. On Oui. inspire, on expire, sur la même durée. Ouais, alors il y a plusieurs façons, il y a plein d'applications, avec la cohérence cardiaque où on peut varier les rythmes. Donc il y a la cohérence cardiaque la plus connue, si on inspire sur 5 secondes, on expire 5 secondes, on inspire 5, on expire 5. Ça fonctionne déjà très bien, mais il y a des nouvelles études qui montrent que quand notre temps d'inspire est un peu plus court que notre temps d'expire, on vient calmer encore plus, le système. C'est l'expiration qui va relâcher un peu les Qui tensions.
Ouais, entre autres et que cette différence de rythme, vient du coup, amener une détente encore plus profonde. Moi, j'utilise l'application Respirelax et ben, il y a différents types de respiration dans la cohérence cardiaque et ça, c'est vraiment une toute petite habitude à mettre en place au quotidien. C'est vraiment très puissant, ça marche très, très bien et puis, bien sûr, après, le sommeil est hyper important, l'alimentation, l'hygiène de vie sont aussi, hyper importantes dans la gestion de nos émotions et de notre santé mentale. Est-ce que c'est bien d'avoir un journal intime? Est-ce qu'il faudrait tout noter sur papier pour se décharger? Comment on peut procéder? Parce qu'on peut pas tout écrire. Alors déjà, j'aime pas le «il faut», il y a pas d'injonction. Par contre, il est prouvé que d'écrire avec un papier, a une incidence aussi sur, notre capacité à prendre du recul, sur, les pensées qu'on peut avoir, à mettre à distance et on n'est pas obligé d'être, Shakespeare, on peut, juste, balancer sur un papier des mots-clés, des phrases et que ça ait pas de cohérence les uns avec les autres. Ce que je recommande à chacun de mes clients qui arrivent dans un accompagnement complet, de tester ça pendant le temps de l'accompagnement, donc pendant, 6-8 mois, d'écrire hyper régulièrement et souvent après c'est une habitude qu'on a du mal à perdre. Et on va marquer ce qui nous tracasse plutôt que le positif? On marque ce qu'on veut. Le positif, on en parlera après, mais, on a une pratique. On a une pratique spéciale pour le positif, mais dans l'écriture, l'objectif c'est de se décharger de tout ce qui nous pollue dans notre tête, quoi et parfois le fait de l'avoir posé sur le papier, ça permet de se dire: «OK, si en fait ça fait 3 jours que j'écris la même chose, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je continue du coup tous les jours à me plaindre, de cette chose-là? Ou est-ce que j'ai pas, un moyen d'agir dessus et que ça arrête de me polluer?» Ça peut inciter à passer à l'action finalement. Ça met en lumière, c'est ce que j'aime particulièrement dans le coaching, c'est qu'on met en lumière les choses, mais on s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Tu vois? On reprend notre responsabilité. Est-ce que je le, du coup, je l'ai identifié, mais j'ai pas envie d'agir dessus, donc j'accepte que ça soit comme ça? Ou est-ce que non, je l'ai identifié, ça ne me va pas et qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour changer cette situation? Parfois, on est en pleine tempête cognitive, le cerveau est saturé, on a plein d'idées, 1000 idées par minute, on veut faire plein de choses, mais au final, on fait rien du tout. Est-ce que tu as une astuce pour débloquer tout ça? Oui, j'ai quelques astuces, ça marche pas toujours, hein, c'est pas de la magie, mais on peut quand même essayer. Le problème, c'est pas le manque d'idées, hein. Souvent, chez mes clients, ça foisonne, la boîte à idées et la créativité. Souvent, le problème, c'est l'absence de hiérarchie entre elles. Toutes les idées, elles ont, le même poids, la même urgence apparente. C'est notamment le cas chez les profils, TDAH qui ne voient pas leur rapport au temps est différent, le rapport aux priorités aussi, tout a la même importance. On est capable de mettre sur le même, piédestal, fait, d'aller, désherber notre allée et puis, de rendre un rapport, hyper important, pour, notre boulot. Voilà, ça a la même importance. On a du mal à hiérarchiser et à prioriser. Quand, le cerveau, il sait pas par où commencer, et bah, du coup, il commence pas. On est un peu, paralysé, figé. Alors ma première astuce, ça serait, encore une fois, de déverser tout ce qu'on a dans la tête, sans ordre, sans jugement, on balance tout sur un papier. L'objectif là-dessus, ça va pas être du coup de s'organiser, mais c'est vraiment de vider notre disque dur. Une fois que tout est sorti et posé sur le papier, on peut se poser une seule question. Se demander: «Qu'est-ce que je choisis de faire?» Une seule chose dans les 10 prochaines minutes et on se concentre du coup sur une seule chose. Au début, on va pas chercher à trier la plus importante, la plus urgente, voilà, la plus faisable maintenant. On prend une des choses qui est sur notre liste et on la fait. Le fait de passer à l'action, ça va créer de l'élan et du coup, ça va mettre la machine en route. Une fois qu'on est passé à l'action et qu'on a posé toutes nos idées et ben là, on peut, se mettre 3 cases, les choses à faire maintenant qui sont vraiment du coup urgentes et faisables aujourd'hui, les choses qu'on doit faire plus tard, qui sont importantes, mais moins urgentes et puis, une case un peu fourre-tout, se dire: «OK, ça je l'avais, dans la tête, je le range là. Je sais pas si j'y reviendrai un jour, mais au moins, je sais que c'est quelque part». Et il y a 2 autres choses qui marchent bien chez les neuroatypiques, c'est de mettre un timer.
un minuteur visuel, on voit le temps qui passe. Encore une fois, sur TDAH notamment, il y a des problèmes dans la gestion du temps, d'avoir conscience du temps que les choses prennent et d'avoir un timer, de se mettre un temps en face de soi pour accomplir une tâche. Ça nous permet de cadrer un petit peu plus les choses et d'avoir visuellement le temps qui passe. Et une autre astuce qui marche bien, le fait de faire des choses avec quelqu'un, de travailler en présence de quelqu'un. On n'est pas obligé de faire la même tâche, mais si on se dit: «Aujourd'hui, on se retrouve à telle heure pour travailler», le fait de s'engager envers quelqu'un, on va de fait être plus efficace et passer à l'action plus facilement. On souligne souvent ce que l'on n'a pas plutôt que l'inverse. Je suis trop comme ci, pas assez comme ça, j'ai pas fait ci, je n'ai pas ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser la tendance? Alors ça, c'est une bonne question. Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas une question de caractère, c'est vraiment, neurologique. Notre cerveau, il a un biais de négativité naturel, donc il est câblé pour, repérer toutes, les menaces. Pour les cerveaux neuroatypiques, ce biais, il est souvent, décuplé parce qu'on a passé des années à recevoir des messages, «Tu pourrais faire mieux», «Tu es trop comme ceci», «Tu es trop comme cela», «Tu pourrais faire un effort», et cetera. Donc ça, c'est aussi, des choses sur lesquelles on travaille en accompagnement et je passe notamment par un outil qui est le journal de gratitude. Notre cerveau, il a une plasticité qui est assez remarquable et ce sur quoi on va poser notre attention régulièrement va se renforcer et avec le journal de gratitude, c'est un entraînement actif de notre attention. On réapprend, à notre cerveau à scanner le positif au même, titre que ce qu'il fait avec, toutes les choses négatives qui se passent dans notre vie. Donc, c'est vraiment porter attention et faire l'effort de, chaque jour, se noter au moins 3 choses positives qui se sont passées dans notre vie et des choses très précises. Je suis reconnaissante aujourd'hui, d'avoir mangé au soleil pour ma pause déjeuner. On va sur des choses vraiment, très précises pour habituer notre, cerveau à voir les petites choses positives dans notre vie. J'avais utilisé un journal de gratitude pour mon fils, donc il devait avoir 5, 6 ans et ça lui demandait justement, qui a illuminé ta journée, le meilleur moment de ma journée. Je trouve que c'est formidable de pouvoir avoir cet outil-là, autant pour les enfants que les adultes finalement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je le propose aussi aux enfants que j'accompagne et je trouve que c'est même, encore plus puissant de le faire, en famille, de se dire, on se fait un petit rituel le soir. Ça peut même être, écrit sur notre bouteille d'eau, pour nous y faire penser tous les soirs, «Qu'est-ce que j'ai aimé dans ma journée aujourd'hui?» et d'ouvrir cet espace de parole en famille et d'aller chercher ensemble les choses positives de notre quotidien. Parce que si on se laisse happer par tout le négatif qui nous entoure, plus celui que notre mental se raconte, c'est difficile d'avoir l'énergie de faire des choses constructives pour soi. J'avais lu d'ailleurs à ce sujet, que le cerveau ne faisait pas la distinction entre ce qui est réel et l'imaginaire. C'est-à-dire que si on s'imagine des choses très agréables, notre cerveau va être, conditionné à quelque chose d'agréable. Est-ce que c'est vrai ça? Ouais, ça, c'est les neurones miroirs et c'est utilisé beaucoup en coaching, on l'utilise en visualisation pour, permettre au client de se projeter vers là où il a envie d'aller. Et c'est aussi beaucoup utilisé en préparation mentale, par exemple, pour les sportifs. Les sportifs, ils s'imaginent tous, gagner. Ils s'imaginent, ils visualisent leur course, leur épreuve, Il y a beaucoup d'interviews de grands champions qui expliquent comment ils se préparent et ils utilisent la visualisation, le fait de se voir vraiment faire le scénario dans notre tête de la meilleure façon dont on a envie que les choses se passent. J'ai beaucoup d'admiration pour les rêveurs et les rêveurs qui passent aussi à l'action. Parce que un rêveur qui rêve juste, il change pas le monde, quoi. Mais un rêveur qui passe à l'action, lui, il a un impact. Alors j'ai appris quelque chose en parcourant ton profil Instagram. Il ne faut que 22 secondes pour qu'une particule aromatique atteigne dans notre cerveau le siège des émotions. Comment ça marche? En effet, par le sens de l'odorat, on a un accès direct au cerveau limbique, donc le siège de nos émotions. Donc quand on respire une odeur, on passe direct à notre cerveau émotionnel sans le filtre du mental.
C'est pour ça que je me sers aussi des huiles essentielles dans mes accompagnements, parce que ça va permettre d'aller soutenir, un état émotionnel, de faire un shift dans notre émotion du moment, sans passer par la case mentale qui, moi chez mes clients neuroatypiques, est très développée. Toute cette sphère mentale, être dans sa tête, réfléchir beaucoup, c'est, le quotidien des personnes neuroatypiques et du coup, avec un outil qui nous permet de squeezer le mental et d'aller apaiser les choses dans le corps, ça nous permet ensuite d'accéder, de travailler plus facilement. C'est toi qui fabriques tes sticks d'huile essentielle? Moi, j'utilise les huiles, essentielles de chez doTERRA parce qu'il y a des mélanges qui sont déjà faits, et qui correspondent aux problématiques de mes clients. Des mélanges pour, apaiser les émotions, des mélanges pour réguler le stress, un mélange pour la concentration, par exemple. Voilà, donc je travaille avec cette marque parce que, elle correspond vraiment, aux besoins, du coup, de mes clients. On peut aussi utiliser les huiles essentielles en cuisine. Est-ce que ça peut avoir un impact de les manger? Alors oui, les huiles essentielles, on peut les utiliser en cuisine, mais elles perdent leur fonction, donc c'est vraiment juste aromatique. Par contre, moi, dans mes accompagnements, je vais aussi travailler avec mes clients sur l'hygiène de vie globale et notamment, sur la micronutrition. Et pourquoi je travaille là-dessus? Parce qu'on sait maintenant que notre santé mentale, elle commence dans notre intestin et que le siège de notre bien-être, mental, il est pas dans notre tête, il est, très lié à ce qui se passe dans notre microbiote et donc dans notre ventre. Et un cerveau neuroatypique, il consomme énormément d'énergie, souvent plus qu'un cerveau classique et on a besoin du coup de soutien dans certains micronutriments. Je préconise, tout le temps, voilà, on fait un test, sur les neurotransmetteurs qui me permet d'avoir des informations et de conseiller mes clients d'aller prendre certains compléments alimentaires qui peuvent les aider, comme du magnésium, des oméga 3, des différentes vitamines qui vont venir, soutenir leur système nerveux et leur physiologie, en fait, en général. Tu proposes aussi des ateliers. Qu'est-ce que le format collectif apporte de plus par rapport à l'accompagnement individuel? L'accompagnement individuel, ça permet vraiment d'aller en profondeur, de pouvoir, livrer des choses, en toute sécurité, d'aller travailler sur soi. En individuel, on va aussi, s'engager à aller plus loin dans l'introspection, dans les questions qu'on va se poser sur nos croyances, sur, les événements qui nous arrivent au quotidien et cetera. En collectif, on a une dynamique un peu différente. Déjà, je trouve que le collectif, il a cette, faculté de mettre, en lien, puis de déstigmatiser les choses parce qu'on se retrouve avec des personnes qui vivent la même chose que nous, qui ont, une sensibilité aussi à fleur de peau, qui ont des fonctionnements similaires. Donc ça nourrit aussi un certain besoin de reconnaissance et un soulagement de se dire: «Bon OK, je suis pas toute seule en fait. Il y a d'autres gens, d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que moi». En collectif, on a aussi, l'intelligence collective qui vient jouer. Quand on est en individuel et ben, le client, il a ma vision des choses, il a mes outils, mais en atelier, il y a toutes, les visions qui s'entrecroisent, les énergies qui viennent soutenir les choses et puis, c'est aussi l'occasion de faire des connexions avec, d'autres personnes et des rencontres. Ça c'est hyper riche et l'expérience aussi corporelle qui est vécue en collectif, elle aide à réguler ce qu'on appelle la co-régulation. C'est, notre système qui se régule en partie au contact de celui des autres. Quand on est un groupe et que tout le monde pratique la respiration en même temps ou, des mouvements de régulation émotionnelle, il y a un effet comme ça, de collectif qui vient, nourrir, notre individualité. C'est 2 choses qui sont assez complémentaires et puis ça permet aussi le collectif, des fois, c'est moins engageant pour certaines personnes qui auraient du mal à passer le pas de venir dans un accompagnement individuel où du coup il faut se livrer beaucoup. Finalement, en collectif, on va moins se livrer dans un premier temps. Voilà, Ça va pas être centré sur la personne. ouais, on n'est pas centré sur soi. Ça fait moins peur aussi, je pense, pour certaines personnes. Donc tes ateliers ont lieu à Saint-Just-Saint-Robert?
Oui, mes ateliers, ils ont lieu à Saint-Just-Saint-Rambert, c'est exact. Est-ce qu'il y a un atelier à venir bientôt? Il devrait y en avoir un le 23 mai, donc il sera maintenu si j'ai 5 ou 6 inscrites. Là, ça sera vraiment un atelier du coup sur la régulation du système nerveux. Je le co-anime avec, Élise Gou qui est professeure de yoga et qui travaille aussi avec, les huiles essentielles, comme moi en aromathérapie et en micronutrition. Donc là, on a vraiment, construit, plus une expérience qu'un atelier où il y aura de la pratique, de yoga, des pratiques de respiration, où on va expérimenter comment, les huiles, elles viennent détendre notre système, par, un massage, par la respiration et on terminera par une visualisation guidée du coup pour ancrer tous les changements. Donc c'est plutôt un chouette programme, ça devrait être le 23 mai. Actuellement, là, je donne des formations en entreprise où je sensibilise, à la neuroatypie pour permettre à des collaborateurs de se reconnaître et de sortir d'un mal-être ou d'un épuisement qui pourrait conduire au burn-out. Bah, ça, c'est en lien avec, ce que moi j'ai vécu quand j'étais en entreprise et j'ai vraiment à cœur de transmettre des choses vraiment très concrètes pour que les personnes puissent se reconnaître, parce que si moi, on m'avait pas mis sur la piste de la neuroatypie, si mon manager m'avait pas, «identifiée» entre guillemets, beh, je sais pas si j'aurais pas recommencé en fait ce cycle-là de suradaptation qui m'avait conduit à l'épuisement. Donc j'ai vraiment à cœur de le transmettre en entreprise et puis c'est aussi un secteur que je connais bien, et partager en collectif, j'adore. Et surtout, ce que j'ai décidé de lancer, là, ça fait 3 ans du coup que je me suis lancée dans ma reconversion en me formant au coaching. Là, en mai, ça fera 3 ans et après avoir, accompagné plusieurs, clients en individuel, ce que j'ai envie, c'est de lancer une première session de coaching en collectif. Donc ça sera un programme de 6 mois pour les esprits, intenses, hypersensibles, atypiques, qui veulent arrêter de se battre contre eux-mêmes et qui ont envie de commencer à vivre avec qui ils sont vraiment. Au programme, du coup, de cet accompagnement, il y aura de la régulation du système nerveux, la connaissance de soi, de ses émotions. On parlera aussi des besoins, des limites, de comment on peut s'organiser, tout ce que les approches, classiques ne font pas ensemble. Et sur le mois de mai, je vais lancer, sûrement un challenge de 5 jours pour, parler de ce prochain accompagnement où je donnerai déjà plein de clés pour, mettre en place des changements dans son quotidien. C'est super chouette tous ces projets en tout cas. Je vais tout mettre dans la description. Il y aura toutes les informations, pour participer aux ateliers ou pour tes autres actus. Super. Si tu avais un message à faire passer à une personne qui vient de découvrir sa neuroatypie, ce serait quoi? Alors, ce que je dirais à une personne qui vient de découvrir sa neuroatypie, je lui dirais que ce qu'elle a découvert, c'est une clé. C'est une clé qui va permettre, d'ouvrir les portes sans avoir à être tout le temps en train de les forcer. Et je dirais aussi que, pour moi, les neuroatypiques, c'est le remède de ce monde parce que grâce à leur créativité, à leur vision, à leur grande intelligence, ils peuvent vraiment bousculer, l'ordre établi et on en a besoin. Mais ça peut se faire que si on est, régulé et si on subit pas son fonctionnement. Oui, il faut se connaître finalement. Ouais, il faut se connaître. Ton cabinet est au pôle ressources à Saint-Just-Saint-Rambert. Est-ce que tu veux nous parler de ton cabinet? Le pôle ressources, c'est un espace pluridisciplinaire dédié à l'accompagnement des personnes, dans une vision, globale et médecine douce. Donc dans ce pôle, il y a plusieurs professionnels qui interviennent, il y a de l'ostéopathie, il y a une orthoptiste, il y a une psychopraticienne, une naturopathe, un énergéticien, une hypnothérapeute, une doula aussi qui accompagne les femmes. On a tous des métiers qui sont différents et complémentaires. C'est un espace qui est vraiment pensé pour, accompagner plein de problématiques différentes, vers un mieux-être global. Moi, j'ai donc mon bureau là-bas. C'est un bureau que je partage avec, Julie qui est doula et on l'a vraiment aménagé comme un cocon pour que nos clients se sentent comme chez eux dans un espace, vraiment sécuritaire. Et j'ai aussi une grande salle dans cet espace, dans lequel je fais mes ateliers et où j'accueille aussi chaque mois des professionnels du bien-être pour faire, des rencontres et toujours dans un esprit de pouvoir adresser mes clients vers là où ils en ont besoin. Pour terminer ce podcast, je vais te demander comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors, on peut me contacter sur les réseaux, donc surtout Instagram et LinkedIn, là où je suis le plus présente, mais aussi, par téléphone, sur ma fiche Google, Bérangère Blanchon, on trouve tous mes coordonnées, et via mon site internet, Sensé Atypie, il y a aussi un formulaire de contact et des informations sur mes accompagnements notamment. Merci pour ce podcast qui va certainement parler à beaucoup de personnes et merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout.
Merci Cindy. Ciao, ciao!